Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Eh bien aujourd'hui on va parler d'un show auquel on connaît tous très bien et auquel sans trop tarder il s'est déroulé tout simplement le 29 novembre du, du samedi à dimanche. Je veux bien sûr préciser WWE Survivor Series War Games qui a été riche en sponsors, en records battus et en nombre de matchs auxquels il va être annoncé sur la carte. Parce que oui, les matchs que j'ai sur la carte, il n'y en a que 4. Ce qui est pas beaucoup, mais que quelques matchs étaient un peu longs, un peu comme les pubs. Mais bon, je vais pas trop en discuter là-dessus au niveau des pubs, vu comment c'est le show en lui-même auquel je vais en discuter. Et perso, quand j'ai vu la plupart des matchs, je me suis dit, il y a quelques-uns qui m'emballent pas plus que ça, mais deux qui m'intriguent un peu le plus. Et en soi, le show est bon, mais uniquement en apparence. Mais est-ce que ça a été bien fait dans les exécutions, dans les manières de construire des matchs? Ah, pas sûr, hein, parce que ces temps-ci, on a eu que des promos assez random, comme vu comment on arrive au Wargames, on est obligé de crier Wargames tout le temps. Donc ça, c'est un peu, ça fait un peu attardé mental, si je peux me permettre. Vu comment le premier match, oui, parce qu'on va passer directement au premier match, c'est un jeu de guerre, donc Wargames féminin auquel, bien sûr, c'est une tradition. Les femmes commencent en première, les hommes dans le main event. Donc, la première équipe auquel je vais citer, c'est l'équipe de Rhea Ripley, donc Rhea Ripley seulement, et Jelly, Alexa Bliss, Charlotte Flair et Io Sky. Tandis qu'il y a l'équipe des Heels, donc la team Asuka, donc Asuka, Kairi Sane, Becky Lynch, Nia Jax et Lash Legend. Donc, que demander de plus, que demander de moins. Et en fin de compte, je n'ai pas trop aimé la plupart des build-up que je vais citer durant les matchs, vu comment je n'ai pas aimé le premier, le deuxième était du fainéantisme, le troisième prévisible mais fainéant, et le quatrième sûr et, et aussi prévisible soit-il, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ce que je n'ai pas aimé dans ce premier match féminin du Wargames, c'est répéter les mêmes trucs à chaque fois en boucle. Surtout quand c'est Io Sky. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard pourquoi Io Sky, chaque année, elle est dans le Wargames. C'est pour nous sortir que des dingueries, que ce soit avec la poubelle ou sans poubelle. Donc effectuer des moonsaults à tout vaille. Et en plus d'en faire des caisses en faisant... Ouais, ça sonne dans ma tête, ça fait ding 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 tout le temps. Avec les gestes des doigts. Surtout en criant comme une hystérique, je trouve que ça fait vraiment attardé mental. Vous, vous le voyez pas de cette manière, moi je le vois de cette manière. Pourtant, avec tout le respect que j'ai pour Io Sky et pour la plupart des catcheuses japonaises et occidentales ou n'importe quel on va dire pays dont les catcheuses et catcheurs vivent, ben je trouve que ça fait trop des tonnes, ça fait trop des caisses. Et moi, j'aime pas tellement, quoi. Puisqu'on va avoir des multiples spots à répétition. Et par contre, dans les multiples spots, il y en a. Tu sens en regardant que la plupart, c'est tellement chorégraphié. Même pendant un Wargames. Parce que je sais que dans les Wargames, il y a le catcheuse face et catcheuse heal qui commence en premier. Et quand il va y avoir le décompte, c'est soit une catcheuse face ou heal qui va arriver pour en venir en aide à l'un comme pour l'autre. Donc cela, j'ai pas besoin de citer les règles vu comment on les connaît. Mais sinon, à la longue, ouais, on est un petit peu saoulé de voir ce genre de méthode pratiquée. Mais ça, c'est le problème dans l'ère de Triple H. À force de booker les matchs de manière assez répétitive et assez prévisible, on n'est plus autant surpris, malheureusement. Mais ce que je n'ai pas aimé aussi dans le match, certes, il y avait le côté chorégraphié, ça je vous en ai en parlé, mais surtout les offenses, les coups.
Quand je vois ça, je suis horripilé. Ça mérite les yeux de voir à quel point il y en a qui savent pas frapper correctement. Surtout Kairi Sane, elle sait pas très bien frapper du tout. Et d'ailleurs, quand je vois ça, je me dis, oh putain, mais tu m'étonnes pourquoi le catch est du fake. Quand tu vois des, excusez-moi le terme, mais quand je vois des golemons effectuer ce genre de manœuvre et de ce genre de d'offense, je me dis, mais comment tu veux prendre ça au sérieux? Je sais que le catch à la base n'est pas pris au sérieux à ce point-là, mais à ce stade de débilité, c'est fort quand même. Donc j'ai pas besoin de citer tout le reste, si ce n'est que il y avait des personnes qui sont venues, surtout des mastodontes, et que même les mastodontes ne sont pas, on va dire, de véritables menaces pour les babyface, vu comment ce seront, spoiler, les babyface qui vont gagner à la fin. Donc, même en citant le spot de la poubelle, c'est sûr, c'est Yosuke qui va effectuer le spot de la poubelle en effectuant un sweat-on bomb et en faisant un strike sur toutes les catcheuses. Et puis, ça va rester entre Becky Lynch qui va se faire, on va dire, démolir par les face. Vu comment elle a un problème avec les face, surtout avec Edgely, vu comment lorsqu'elle voit Edgely, ben, elle fuit la confrontation, elle en a peur, et pourtant elle n'a pas le choix de les affronter vu comment elle va se manger un reptile de la part de Rhea Ripley et suivi d'un Black Widow de la part de AJ Lee pour la faire abandonner. Voilà, aussi simple et efficace. Il y avait tellement trop de trucs à citer, mais j'ai préféré de m'y attarder sur certains points parce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai enregistré une vidéo comme celle-ci et vu comment elle était longue, parce que je sais pas faire de résumé très courte sur le Survivor Series War Games, je m'en excuse tout simplement. Même si je sais que ça s'est déroulé à San Diego en Californie, mais bon, j'ai pas besoin de trop me justifier et de citer quelle ville où c'est parce que oui, j'aimerais bien en citer, mais je suis pas, on va dire, j'aurais pas trop les capacités de trop en citer, si ce n'est que certes, ce sont les babyface qui ont gagné, c'était prévisible. Que citer de plus et que en demander du positif ou du négatif? Bah, si vous avez aimé ce match, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, bah, je comprends. Parce que moi, perso, ce n'est pas ma tasse de thé. Parce que maintenant, je me dis, chaque année, ça devient un rituel. Il y a les Survivor Series War Games. Les femmes sont dedans. Et que c'est pas tellement ouf. Tu sens que tout ça est très chorégraphié. Et qu'on n'y croit pas une seule seconde. Malheureusement. Malheureusement. Oui, ben, le deuxième match. Alors, ce deuxième match aussi, il est prévisible, mais il m'intriguait. Et c'est pour le titre intercontinental de la WWE entre The Dirty Dum Dum ou Dominic Mysterio, le soi-disant Rey of Luchadores, donc enfin Luchador, le roi des luchadors, et qui était accompagné par le Judgment Day que j'aimerais bien qualifier de street trash, donc les bandes d'ordures quoi. Euh, Bien sûr accompagné par Raquel Rodriguez et Roxanne Perez contre John Cena. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les accompagnatrices, je me dis, c'est sûr, ils vont faire gagner Dominique Mysterio. Et quand je vais spoiler, parce que de toute façon cette vidéo contient du spoil, si vous n'avez pas vu, allez-y le voir. Si ça vous intéresse, si vous intéressez pas, tracez votre route. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais c'était sûr, hein, parce que il faut savoir que dans ce match-là et dans ce pay-per-view-là, parce que oui, je qualifie toujours de pay-per-view parce que je suis toujours à l'ancienne, même si c'est un pay-per-view premium live event, et d'ailleurs au passage j'ai oublié de citer ben, le lieu de ce show, alors je trouve que c'est assez original et sympa de la part de la WWE de choisir ben, l'endroit auquel ils peuvent faire le show, donc le stade de San Diego. Je crois que c'est un stade de baseball, parce qu'il me semble que c'est un stade de baseball. Pour un Big Four, c'est déjà pas mal, qui sont dans un stade à ciel ouvert et pas à ciel fermé, puisqu'on a l'habitude d'avoir des ciels fermés au lieu des ciels ouverts. D'habitude, ce genre de lieu, c'est pratique pour les événements comme WrestleMania ou Royal Rumble même, et encore SummerSlam. Mais Survivor Series, c'est tellement rare pour être honnête. Tellement rare.
Donc voilà auquel je voulais citer le lieu du show. Bah maintenant, bah, le match, bah, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est prévisible que qu'ils allaient faire gagner Dominique Mysterio, même si on n'en est pas encore ici, puisqu'il y avait des multiples interventions, surtout de la part des catcheuses à l'extérieur du ring. Et ça va enchaîner des messes basses pour empêcher que John Cena gagne, vu comment le contexte de cette rivalité, c'était que John Cena avait gagné lors d'un passage à Raw chez lui. Et c'est pour ça comment il est devenu champion intercontinental pour devenir le Grand Slam Champion, vu comment il a gagné tous les titres existants, et excepté le titre universel qu'il n'a jamais gagné, quelques titres secondaires qui n'a aucune importance, mais ça, on s'en bat les couilles. Et du coup, ben, Dominique veut mettre la pâtée à John Cena en le battant chez lui. Mais comme je vous l'ai dit depuis le début, Dominique Mysterio, c'est un heel poule mouillé. Un qui a des oignons dessous de ses bras ou des spaghettis dans son pantalon, quoi. Vu comment il chie dans son froc pour comment je pourrais le dire en gros, vu comment il est même pas capable de se changer, mais ça c'est une expression, hein. C'est une expression, il est pas capable de se changer tout seul, faut toujours que ce soit les autres qui fassent à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ma résumé n'est pas facile à expliquer. J'essaye de le dire tant bien que mal, mais c'est pas évident. Donc, bien sûr, il va y avoir des interventions. Mais après, il y a un moment dans le match auquel j'ai cru qu'il allait vraiment avoir une blessure. C'est quand Dominique Mysterio veut faire un ciseau de tête, mais sauf qu'il atterrit. Alors, à première vue, on a l'impression qu'il tombe sur la tête, mais c'est plus au niveau de l'épaule. Vu comment récemment ça s'est arrivé du côté de Penta, du côté d'Euro, quand il avait affronté Solo Sikoa. Il voulait faire un ciseau de tête, mais il est mal retombé et il a eu réellement mal à l'épaule, à ce que j'ai appris. Et que là, il y a eu un accident quasiment similaire. Et que là, je me dis, non, sérieux, vous êtes encore un blessé. Ah, dommage, quoi. Dommage que ça se finisse ainsi. Mais non. C'était pas, on va dire, le cas, vu comment j'étais persuadé que c'était un work. Et évidemment, c'était un work après la réalisation de nous montrer le spot. Eh bien, tu as Raquel Rodriguez qu'elle va effectuer sa Terrana Bomb sur John Cena et Roxanne Perez effectuer sa Sunset Flip Powerbomb Code Red Pop Rocks sur le champ. Et ils vont le placer pour le mettre sur la deuxième corde et ça va permettre à Dominique Mysterio de relever comme si de rien n'était en disant oh ça y est ok j'ai plus mal maintenant j'effectue mon truc, j'effectue un 619 et un frog splash, mais l'arbitre n'a pas été ravi de ce genre d'entourloupe, a préféré de ne pas effectuer le tombé et a dit attends tu te fous de notre gueule, un instant donné tu avais mal à l'épaule et là tu n'as pas mal. Donc je trouve pas ça juste. Alors, vous deux, les deux salpestes à l'extérieur, toi et toi, au vestiaire. Donc l'arbitre envoie les quatre choses au vestiaire. Donc là, on pourrait dire bon travail de l'arbitre. Ce n'est pas comme les deux arbitres incompétentes qu'on a eu dans le War Games, n'est-ce pas? Même si ça faisait depuis 1 ou 2 mois, je ne sais plus, mais bref. Bref. Donc c'est sûr, Dominique, il est un peu dans la merde vu comment il doit trouver une faille pour se débarrasser de John Cena, tandis que John Cena effectue je crois c'est 3 moves of doom ou 5 ou allez les 5 moves de la terreur, on va dire ça comme ça, en effectuant 2 coups de bélier, Chop Powerbomb, le You Can See Me, tu peux plus me voir, et le 5 Knuckle Shuffle, tentative de AA, Attitude Adjustment, qui ne passe pas. Et après, t'as Dominique qui essaye de jouer avec le coup de la botte. Donc oui, on a cramé, on sait qu'il veut enlever sa botte pour essayer de tricher et d'effectuer encore son 619 F Frog Splash qui ne passe pas cette fois-ci. Et quand John Cena effectue un AA, ça ne passe pas. Dominique relève l'épaule.
Et quand il veut enchaîner encore ses fameux coups de bélier, la première passe, mais la deuxième, ben, ça va atterrir sur l'arbitre. Donc il y a un ref bump. Et qui dit ref bump dit forcément l'overbooking. Oui, que demander de plus de l'overbooking après que John Cena effectue sa STF sur Dominic Mysterio, il y a intervention de JD McDonagh et de Finn Balor. Et là, je me dis, super, super d'envoyer les deux losers essayer de mettre à l'amant que John Cena. Super la subtilité. Avec beaucoup d'ironie, bien sûr. Ouais, vu comment maintenant je m'investis plus du tout en Judgment Day. D'ailleurs, je n'ai jamais investi. Je ne cache pas ma haine rentissante envers le Judgment Day parce que selon moi, c'est une équipe qui doit absolument crever. Équipe, hein, je dis pas toute l'équipe entière, je dis uniquement le nom de l'équipe, mais que l'équipe à la place se sépare. Voilà, pour moi, chacun prend sa route telle qu'elle soit, tandis que l'équipe en soi que je déteste est enfermée dans un cercueil définitivement. Donc ils essayent de mettre à la manque John Cena, et pourtant John Cena va réussir à s'en sortir en levant bien les jambes au bon moment pour que JD McDonagh atterrisse sous les genoux de John Cena, donc il se fait mal au niveau du bide, et esquiver le coup de grâce pour que Finn Balor se fait mal aux jambes, pour que John Cena va effectuer sa double AA sur les deux zigotos là. Et du coup, ben voilà comment il effectue. T'as Dominic Mysterio qui va s'emparer du titre pour essayer de tricher, mais il y a esquive, il y a un attitude adjustment effectué, et qui va... Bon, par contre, c'est un peu bête de la part de John Cena, parce qu'il va mettre à la disposition le titre près de Dominic, et du coup, ben, John demande un arbitre, et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un arbitre auquel il va appeler, mais bel et bien Liv Morgan, qui va arriver, vu comment elle effectue son retour de blessure, vu comment elle s'était fait blesser à l'épaule par accident de la part de Kairi Sane. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, quoi, de se blesser. Et ben, elle est de retour. Et du coup, ben, ce que je vais vous dire là était prévisible, mais à la fois étonnant. L'étonnement, c'est quand Liv Morgan va effectuer une gifle sur Dominic Mysterio, vu comment elle a vu de ce qui s'était passé pendant qu'elle n'était pas là. Et puis elle se retourne vers John Cena pour un premier temps lui faire un câlin comme si elle voulait de lui, mais qu'elle va nous faire une John Cena façon Elimination Chamber 2025, quand ce dernier avait regardé la caméra et The Rock d'un air plus sombre et sadique. Eh ben elle, c'était volontaire, vu comment elle a le don pour ça, de regarder soit l'entrée ou la caméra pour montrer à quel point c'est une véritable démone, et qu'elle va effectuer un shero shot sur John Cena. C'est ce qu'elle le fait. Puis, ben, Dominic Mysterio va s'emparer du titre, et je crois qu'il va effectuer un 619 et un frog splash. Pas sûr, mais je crois qu'il va uniquement effectuer le tombé, et par la suite donner ben, la victoire à Dominic Mysterio. Donc c'est sûr, de toute façon c'était sûr de faire gagner Dominic Mysterio. Donc c'est lui qui remporte le titre pour la deuxième fois, le titre intercontinental, alors qu'il est déjà méga champion de la AAA. Voilà tout. Et là je m'étais dit, ça y est, la WWE nous a encore baisé, nous a encore niqué. Et que de toute façon on le voyait à des kilomètres. Vu comment John Cena il effectue sa tournée d'adieu, qu'est-ce qu'on fait? On va l'enterrer. Vu comment il est plus qu'à déjà déjà un mois après qu'il s'en aille, quoi. Vu comment le mois de décembre va pas tarder à arriver, même si c'est le 13 pour le Saturday Night's Main Event. Donc c'est sûr que pour le coup bah, Triple H, je pense qu'il voulait enterrer John Cena, c'était sûr à 100%. Mais bon, de toute façon, John Cena n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre de toute façon, vu comment il a déjà tout accompli, et que de toute façon il est sous le départ.
et que je me dis, c'est un peu triste de comment la manière ils ont booké sa tournée d'adieu, et que j'ai l'impression que sa beauté c'était volontaire. Faut pas me prendre pour un con, je sais que c'était volontaire. Et du coup, ben voilà comment c'est mal géré le truc. Et qu'est-ce que j'en ai pensé du retour d'Olive Morgan? Alors certains étaient choqués, mais moi je m'étais dit, ah, elle est là celle-là. C'est un peu, c'est un peu comme les catcheurs qui viennent en disant, ah, il est encore là lui. Il était pas mort il y a une semaine. Bref, des trucs comme ça assez absurdes, certes que je peux dire avec beaucoup d'humour. Et donc, certes, ce match-là, j'étais dedans parce que ça m'intriguait beaucoup, mais il y avait un côté prévisible. Alors que le premier, j'étais pas emballé. Clairement, j'étais pas emballé et qu'il y avait des trucs dont j'ai détesté. Après, s'il y a les matchs que vous avez aimés, tant mieux pour vous, hein, mais ne me faites pas convaincre d'aimer un truc que je n'aime pas à la base. Peut-être qu'avec le temps, ça viendra, mais pas pendant ce show-là. Ce show Survivor Series Wargames. D'ailleurs, je crois que quelques shows Survivor Series Wargames, quelques-uns, peuvent être mémorables, quelques-uns, je dis, d'autres ajetables. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Comme c'est dommage pour John Cena, et d'ailleurs, ben, merci pour tout ce qu'il nous a accompli. Et que c'est dommage comment il doit quitter sur ça. Mais bon. Mais bon, de toute manière, je serai derrière lui et je le soutiendrai quoi qu'il arrive, ce très cher John. Voilà tout. Et maintenant, le troisième match, et c'est pour le titre féminin euh, du monde féminin, bien sûr, de la WWE, entre Stephanie Vaquer contre Nikki Bella. Alors, le contexte de pourquoi du comment ils s'affrontent, eh ben, c'est simple en résumé, vu comment Stephanie Vaquer euh, est- a gagné le titre féminin qui était vacante à un premier temps, je crois. Eh bien, elle doit montrer sa supériorité en affrontant ben, que des catcheuses prestigieuses. C'est ce qui s'était passé à Crown Jewel. Eh bien maintenant, bah, non seulement elle n'a pas su trouver d'autres partenaires, enfin d'autres adversaires, pardonnez-moi, pour, euh, pour mieux s'établir en tant que bon règne, en tant que championne, mais je sais pas, j'ai l'impression que la WWE veulent la réduire en championne assez fade. Ça devient une mauvaise habitude chez eux. Et du coup, ben, c'est un truc dont je ne suis pas fan, que je suis pas fan, pardonnez-moi. Je n'aime pas comment les championnes et champions sont traités de cette manière. Au lieu de mieux les booker de la bonne des façons, tu les bookes n'importe comment. On ne comprend pas la direction auquel ça va. De toute façon, la direction, elle parle de travers, de toute façon. Je vous le dis de toute manière. Et puis, tu as Nikki Bella, la part-timeuse, qui est, aux yeux des fans, une opportuniste qui veut profiter bah, de son retour pour essayer d'accaparer toute la gloire que les autres meufs dans les coulisses. C'est comme ça comment on jette une image de Nikki Bella. Et qu'elle voulait se nouer d'amitié avec Stéphanie Vaquer. Un truc dont elle va réussir, mais on se doutait qu'elle allait le trahir un jour. Et bien sûr, elle s'est pas fait attendre pour effectuer une trahison. Mais bon, au début, c'est vrai, ça se marrait bien, ça se faisait des petits moments assez cute, moments mignons, on va dire ça comme ça, vu comment c'est pour enjailler ben, les, les adolescentes en disant ah j'adore ces deux femmes, elles sont trop belles, trop charismatiques, j'aimerais bien les ressembler. Et d'autres, t'as des bandeurs du net. Oui, les bandeurs qui ont leur bite à la main et qui se masturbent en voyant de, de belles créatures faire équipe ou tout simplement se faire des câlins et tout, n'est-ce pas? Je m'adresse à tous les branleurs du net, hein, malheureusement, hein. Mais bon, après des multiples rififi, elle a décidé de montrer son véritable visage. Et quelque part, ça fait passer Stéphanie Vaquer pour une championne naïve et et limite facile à manipuler quelque part. Donc c'est vrai que c'est un peu erreur de
pas débutante, mais ça fait un peu amatrice. Et pourtant, ce n'est pas une amatrice, mais vous avez compris, c'est se prendre pour un bleu. Et du coup, ben, la trahison, on le voyait à des kilomètres, on le savait et on s'en doutait. Donc, les intentions de Nikki est simple, prends le titre, vu comment elle considère comme sa division. Et là, j'étais en mode, tu peux toujours rêver. Vu comment le match a lieu, ça va s'enchaîner spot sur spot. Il y a un moment dans le match, évidemment, quand Stéphanie va effectuer sa coup de genou sur Nikki, elle esquive Nikki. Donc, Stéphanie se fait mal au genou. Et là, au lieu de capitaliser sur une potentielle blessure, bien sûr, quand je dis blessure, c'est à vous mentir, même si c'est pour vendre le coup de je me suis fait mal au genou. Eh ben, au lieu de faire à la tactique des Four Horsemen, je m'explique bien sûr, la tactique des Four Horsemen, c'est on s'attaque à un des membres et on lâche pas, on l'exploite à mort jusqu'à ce que la personne ne puisse plus avoir les moyens au niveau des bras ou des jambes, puisqu'ils sont endoloris, il faut bien travailler à fond là-dessus sur les membres. Eh ben, Nikki ne fait pas. Et là, du coup, je me suis dit, putain, mais la subtilité, la logiquité, t'as une qui vend comme une malade et toi tu n'exploites pas une potentielle blessure. Mais c'est con, c'est complètement conne. Et là c'est Nikki, hein, c'est Nikki auquel je m'adresse parce que pourtant je n'ai pas de haine envers les femmes, hein. Rassurez-vous, je n'ai aucune haine. Je les traite comme des êtres humains, comme les mecs d'ailleurs, même ceux qui sont pas si charismatiques, qui ont une dégaine assez horrible, mais que d'un autre côté, du fait qu'en off ce sont des bonnes personnes et pas des horribles personnes, bah, je les respecte. Mais de la manière de comment ils sont bookés, il y a de quoi d'être un peu saoulé de les voir. Et quand je vois Nikki, je me dis, pourquoi tu n'exploites pas la potentielle blessure? Parce qu'à un moment donné, certes, il y a un coup auquel Stéphanie va nocelle, c'est un coup de pied dans le coin, elle va choper la jambe de Nikki, elle va faire un dragon screw, et là je me dis, pareil, pourquoi tu n'exploites pas à fond? Même si tu sais que tu vas en profiter pour démolir Nikki, pour la faire regretter cette décision d'essayer de le trahir et de la défier pour le titre, tout ça pour ça. Donc ça passe des multiples prises. Et puis un tournant dans le match auquel, là c'est sûr, c'est Stéphanie qui va bien, on va dire, s'acharner sur Nikki en le faisant un coup de genou ben, entre le coin dur du ring. Et c'est pas dans le coin protection, hein. C'est vraiment à l'extérieur, auquel elle va lui écraser la cage thoracique. Puis elle va effectuer sa Devil Kiss, donc le baiser du diable, sur la table des commentateurs. Et le public qui nous fait une Booker T en faisant les oui, parce que Booker T il a l'habitude de faire ça à chaque fois quand Stephanie Wacker fait ce manœuvre, le marteau piqueur. Mais sauf que l'exécution était pas tellement bien faite. Personnellement, je trouve ça pas tellement bien exécuté. Je crois que la faute vient je sais pas si ça vient de Stephanie ou de Nikki Bella, mais je trouve qu'elle le fait pas. Elle fait pas comme si elle nageait dans l'eau et qu'on lui plantait la tête au sol. Je trouve qu'elle le fait pas tellement si bien que ça. Après, pourtant, d'habitude, Stéphanie, elle le fait à la perfection. Mais là, je sais pas pourquoi euh, cette dernière, donc Nikki, n'a pas voulu le faire à la perfection. Et puis, ça recommence dans le ring. Et même dans le ring, c'était visible que c'est sûrement Nikki qui veut pas faire ça, qui veut pas faire bah, un bon truc pour rendre le Devil Kiss plus magistral. Donc pourtant, Stéphanie, elle essaye, mais bon, cette dernière ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Puisque de toute façon, Stéphanie va l'achever, hein. Elle va l'achever, Nikki Bella, et elle va en finir le match avec un corkscrew moonsault pour la victoire. Donc c'est simple et efficace, c'est victoire de Stéphanie Wacker en battant Nikki Bella, et que je me dis, de toute façon, Nikki Bella n'allait pas gagner de toute manière, donc c'était sûr à 100%, et que malgré que ce match, on s'en foutait un petit peu, donc dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est que je ne veux pas qu'on rend Stéphanie Wacker personnage ben, du même calibre
que Cody Rhodes. Euh, Parce que faut pas comparer Cody Rhodes à Stephanie Vaquer. Et pourtant, il y a moyen de mieux la booker, hein. Mais je sais pas pourquoi les bookers, ils veulent pas. Quand il y a des champions et championnes, ben, ils en font n'importe comment en fait. Et que c'est difficile de mieux booker apparemment, hein. Alors qu'ils en sont capables. Ils en sont capables, qu'ils font pas les hypocrites. Donc voilà tout. De toute façon, j'en ai terminé avec ce match-là. Maintenant, bah, le main event. Et le main event, c'est un Wargames jeu de guerre masculin entre l'équipe de The Vision contre l'équipe bah, Reigns, Rhodes, Punk et les Usos. Donc dans l'équipe de The Vision, bah, équipe composée, parce que c'est Polyman qui a choisi, de Brock Lesnar, Braun Breaker, Big Bronson Reed, Logan Paul et Drew McIntyre. Alors que de l'autre côté, bah, équipe composée de Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk et les Usos, Jimmy Uso et Jey Uso. Voilà, que demander de plus, que demander de moins, pas forcément grand-chose. Ah, d'ailleurs, quand j'y pense du côté féminin et masculin, je me dis, est-ce que du côté d'AEW et Blood and Guts, c'était pas mieux que ce qu'on voit là? Puisque du côté des femmes, certes, du côté de Blood and Guts, il y avait du sang. Et d'ailleurs, le problème à la W, c'est que euh, trop de sang, tu le sens, quoi. Donc, à force de voir des matchs où il y a que des mecs et des meufs en sang, bah, c'est un peu trop exagéré. Même si la stipulation s'intitule Blood and Guts, donc c'est un peu logique. Donc, on peut dire du côté des femmes, c'était bon. Du côté des hommes, moyen, mais ça passe. Et là, ben, du côté de WWE, c'était. C'était. Je je suis un peu de mauvaise foi, mais j'ai pas trouvé exceptionnel. Du côté des femmes, du côté de WWE. Alors que du côté des hommes, ben, là, il y avait une intrigue. On sait pas qui allait gagner. Soit les face ou les heels. Donc ça m'intriguait quelque part. Je vous le cache pas, ça m'intriguait. Mais je m'étais dit, c'est peut-être sûr que c'est les heels qui vont gagner, hein. Vu comment l'équipe adverse a du mal à s'entendre et j'en passe des trucs. Pourtant, il y avait ça du côté des femmes très récemment. Une Charlotte Flair qui ne voulait pas faire équipe avec Rhea et son équipe parce que c'est une serpente, etc. Et pourtant, la meuf, elle est revenue sous sa décision, elle décide d'accepter. Ok, ok. Et que là, bah, je sais pas vraiment quoi en penser. Comme je l'ai dit, le show, il est bon uniquement en apparence, mais, mais au niveau du booking et tout, je sais pas quoi, c'est médiocre. Ça, il y a une part médiocre, et il y a une part un petit peu bon. C'est tout ce que je peux dire. Un petit peu bon, un petit peu médiocre. Donc, et en plus, c'est les champions qui commencent en premier. Je sais que c'est CM Punk qui commence le match, qui commence la confrontation face à Braun Breaker, je crois que c'est Drew McIntyre ou Logan Paul, je ne sais plus qui. Puis il y a Cody Rhodes. Après Cody Rhodes, ben, ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de trop les citer. De toute façon, il y en a qui vont venir un à un après l'autre. Ils vont prendre des objets, ça va enchaîner des tas de prises et tout. Et que après, bon après, ce qui énerve un petit peu, c'est quand Jey Uso arrive. Certes, il fait des super kicks avec son frère, des super kicks partis à la manière des Young Bucks. Et puis, un coup que tout le monde est à terre, ben là, on demande de remettre sa musique pour que le DJ remonte le son et qui refait encore une nouvelle fois pour la musique. Et là, je m'étais dit, mais non, pas en plein match, putain. Déjà, avec les femmes précédemment, ça m'a énervé de voir quelques-unes faire le pitre de singer pour essayer d'haranguer la foule, alors que la foule est déjà haranguée. Et que là, tu harangues en mettant ta musique pour que les gens font hit. Mais c'est ridicule! Et là, heureusement que Brock Lesnar nous sauve parce que vu comment c'était le dernier de l'équipe à rentrer du côté des heels, puisque du côté des face ça va arriver, eh bien, il arrive, il fait le ménage, il fait des German suplex sur Jimmy Uso, sur Jey Uso, même sur les champions actuels, Cody Rhodes et CM Punk. Donc il effectue des German suplex et même des F5 à répétition.
jusqu'à ce qu'il attend que Roman Reigns fasse son entrée. Et là, il décide de sortir de la cage, mais par contre, il va se manger 2 ou 3, 4 Superman Punch, alors que la cinquième, Brock va l'attraper en plein vol et faire un F5 sur la table des commentateurs, puis le ramener au ring. Et là, c'est le moment du Wargames. Là, c'est le moment du Wargames auquel ça va être intéressant. Il enchaîne des German suplex sur Roman Reigns, un F5, et pourtant, c'est pas fini, c'est pas terminé, ça poursuit. Donc, ça se fout sur la gueule, à répétition, comme d'un côté comme de l'autre. T'as Logan Paul qui demande à Paul Heyman de lui donner un coup de poing américain auquel il va effectuer à répétition. Par contre, il y a eu des nombreuses finishes, comme par exemple les Claymore Kick. Il y a eu quoi? Des Crossroads, des Go to Sleep, des Super Kicks, des Uso Splash, des Tsunami Splash. Et j'en passe des trucs, que ce soit de Braun Breaker ou de Roman Reigns. Et quand c'est Roman Reigns, quand il prend le coup de poing américain pour mettre à la manque Logan Paul, il va effectuer des Superman Punch. Quand c'est Braun Breaker, il va effectuer un Spear sur Braun Breaker. Et, et après, ça va encore poursuivre. Je crois quand il va avoir le spot avec Jey Uso, Brock Lesnar et Roman Reigns, ils veulent effectuer un Superman Punch ou un Spear à travers la table, mais t'as Brock Lesnar qui s'empare de Jey Uso, mais que Roman Reigns va effectuer quand même un Spear sur Brock Lesnar. Parce que, oui, on était passé de Brock Lesnar qui fait le ménage sur le ring à maintenant le bordel la plus totale. Et un coup que tout le monde est tout seul, ça va se... tout seul. Un coup que tout le monde est au sol, pardonnez-moi, ça va se jouer entre CM Punk et Braun Breaker et quelques membres, je pense à Logan Paul et je crois que Cody Rhodes aussi. J'en passe des noms. Mais je sais que ça va se jouer entre CM Punk et Braun Breaker, auquel CM Punk était prêt à en finir sur l'équipe de The Vision. Mais t'as un mec en suite à capuche et cagoule noire qui arrive et cette personne, peut-être que j'ai pas de preuves, mais c'est sûr que c'est forcément lui. Et je vous le donne en mille, Seth Rollins. Oui, pour moi c'est lui, vu comment la manière de bouger me fait penser à Seth Rollins. Pour moi c'est pas Dean Ambrose, c'est impossible que ce soit lui, c'est pas John Moxley. Donc au lieu de s'en prendre à l'équipe de The Vision, au lieu d'équipe des Babyface, entre guillemets, il décide de s'acharner sur CM Punk en effectuant un super kick et un curbstomp, et puis il s'en va, il dégage. De toute façon, même capuché et cagoulé, on sait que c'est lui de toute manière, je le sais, faut pas nier. Et que d'un autre côté, tu as Braun Breaker qui va remettre ses bretelles, puis enlever ses bretelles pour effectuer un ultime spear sur, tout simplement, CM Punk, pour donner la victoire à son équipe. Donc c'est l'équipe de The Vision qui remporte le match. Tout simplement. Donc voilà. Voilà comment conclut cette conclusion. Même si c'est une fin un peu controversée, un peu incompréhensif, comme à l'habitude. C'est toujours comme ça avec la WWE. Mais bon, après ça, c'est sûr, il va y avoir une discussion entre Roman Reigns et Cody Rhodes, et que tout simplement, il demande à ne plus faire équipe avec cette personne. Oui, et ce n'est pas une blague. Par contre, excusez-moi pour le bruit, vu comment ma mère appelle mon frère, pour qu'il se lève un coup, ce flemmard. Donc je m'en excuse. Donc oui, voilà comment ce show se termine. Et moi, si vous voulez, je passe directement à la conclusion. De toute façon, comme j'ai dit, le show est bon en apparence, mais booking un peu bordélique. Je vais pas vous mentir, c'est un peu toujours comme ça. Et désolé si je sais pas dire mieux comme conclusion, j'arrive plus à parler. Bizarrement, j'arrive plus à parler. C'est à chaque fois quand je fais des vidéos, j'arrive plus à parler. Mais bon, je passe à la conclusion. Merci bien. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.